Bonjour et bienvenue dans la suite de la philosophie bouddhiste, le niveau 2. On va essayer de voir aujourd'hui les différentes écoles philosophiques qui trouvent toutes leurs sources en Inde. C'est pour ça qu'on a cette magnifique photo du Mahabodhistupa à Bodh Gaya où le Bouddha a manifesté l'éveil il y a à peu près 2600 ans. Et donc il a enseigné pendant à peu près 45 ans, ce qui a donné plusieurs sources selon lesquelles on peut retrouver des véhicules différents. Et on va retrouver justement cette introduction générale à ces véhicules différents et ces 4 écoles principales. On les verra plus en détail dans la suite des épisodes. Donc, on a d'abord le véhicule de libération individuelle. Pourquoi? Parce que parmi les disciples du Bouddha, certains voulaient simplement obtenir le nirvana personnel, la libération de la souffrance, la libération pour soi-même ou pour un nombre restreint d'individus. Et donc c'est pourquoi on peut appeler ce véhicule le pratimokshayana, le véhicule de libération individuelle. Et donc c'est beaucoup plus approprié que le terme hinayana, qui hélas est encore beaucoup employé aujourd'hui, mais qui tend à disparaître, heureusement, parce que le terme lui-même est assez péjoratif, ça veut dire petit véhicule, alors que ici ça correspond mieux, c'est le véhicule de libération individuelle. Et sa sainteté le Dalai Lama emploie l'expression tradition pali. Pourquoi? Parce que les textes, les écritures sur lesquelles s'appuient les pratiquants de cette tradition ont été mis à l'écrit en pali, donc une langue qui ressemble beaucoup à la langue maternelle du Bouddha. Il parlait le Magadhi, donc c'était assez ressemblant. Bien sûr, le Bouddha parlait aussi sanskrit. Donc pour la tradition pali, on a deux écoles générales, l'école Vaibhashika et l'école Sautrantika. Donc on verra par la suite les différents points de vue de chacune des écoles. Et en particulier, on insistera sur les deux vérités. Et on a aussi le grand véhicule. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle grand véhicule? Parce qu'il englobe le sort de tous les êtres. On parle parfois aussi de véhicule universel, justement parce qu'il implique tous les êtres des différents univers. On veut accomplir le bien de tous les êtres. Et pour cela, on veut obtenir l'éveil omniscient. Et donc, Mahayana, c'est le terme sanskrit pour grand véhicule. Et sa sainteté Dalai Lama parle de tradition sanskrite, parce que justement, ce sont les sutras mahayanistes qui, pour la plupart, ont été mis à l'écrit en sanskrit, et les tantras aussi d'ailleurs. Très bien. Et donc, cette tradition sanskrite a aussi deux écoles principales, le Chittamatra, ou l'esprit seul, et le Madhyamaka, ou la voie médiane. Donc, bien sûr, chacune de ces écoles clame être la voie médiane, être la voie qui échappe aux extrêmes. Mais on verra justement dans le descriptif, dans la suite des épisodes, pourquoi est-ce que c'est le Madhyamaka qui est censé être la vue finale du Bouddha et surtout l'une des sous-écoles. Très bien. Donc la tradition pali, avec ces deux courants philosophiques, Vaibhashika et Sautrantika, se fonde principalement sur le premier cycle de l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha a donné 3 cycles au fil de ces 45 années au cours desquelles il a enseigné. Et donc, le premier cycle, c'est celui sur les 4 nobles vérités et les caractéristiques des 4 nobles vérités. Donc, la tradition pali ne se fonde que sur ce premier cycle. Il pourrait y avoir des exceptions, des tenants Vaibhashika ou Sautrantika qui pourraient ensuite accepter les écritures mahayanistes comme étant la parole du Bouddha, mais l'immense majorité considère que c'est uniquement le premier cycle qui représente l'enseignement du Bouddha. Et pour la tradition sanskrite, on a le Madhyamaka qui se fonde principalement sur le second cycle, qui considère que la plupart des traités qui relèvent de ce second cycle, ou les sutras, les discours du Bouddha qui relèvent de ce second cycle, en général, sont de sens définitif, sont à prendre de sens certain, dans le sens où il représente l'intention ultime du Bouddha. Donc, bien sûr, il y aura
des distinctions à faire, il y a des débats dans les subdivisions de ces écoles, mais là, d'une manière générale, on peut dire que le Madhyamaka s'appuie principalement sur le second cycle. Et le Chittamatra s'appuie sur le troisième cycle, principalement, comme les sutras tels que le Samdhinirmochana Sutra, le sutra qui révèle l'intention du Bouddha, donc, ou sur d'autres sutras aussi, sur d'autres d'autres écritures du troisième cycle. Donc ici, ça vous donne un petit peu déjà quelques notions par rapport à ce qu'a enseigné le Bouddha, qui accepte quoi, qui considère que l'enseignement du Bouddha, tel ou tel enseignement du Bouddha est plutôt définitif et tel ou tel autre est plutôt interprétable. Donc les Vaibhashika et les Sautrantika en fait considèrent que seul le premier cycle est la parole du Bouddha et en fait tout est définitif. Tout ce que enseigne le Bouddha dans ce véhicule ici est à prendre nécessairement tel quel. Il n'y a pas d'interprétation nécessaire à faire. Et donc ce premier cycle, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, fondé sur les 4 nobles vérités: les vraies souffrances, les vraies origines, les vraies cessations et les vraies voies. Donc ça, on en parlera aussi, puisque chaque école a une présentation de la base, de la voie et du fruit. La réalité telle qu'elle est, ce qu'on fait avec cette réalité-là, qu'est-ce qu'on doit réaliser, et les résultats spirituels que cela va apporter. Donc, simplement dans cette introduction générale, essayez de voir que ici, pour les tenants des écoles de la tradition pali, seul le premier cycle est la parole du Bouddha. Bien sûr, il y a des exceptions, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pour la tradition sanskrite, le Mahayana, les 3 cycles sont la parole du Bouddha. Donc ça veut dire que le premier cycle sur les 4 nobles vérités, le second cycle sur les prajnaparamita, les perfections de sagesse, et le troisième cycle, l'excellente discrimination, au cours duquel le Bouddha fait une distinction entre des phénomènes qui existeraient véritablement et d'autres non, etc. Donc ces 3 cycles sont considérés comme étant la parole du Bouddha dans la tradition sanskrite. Ce qui va faire la différence, c'est que d'une école à l'autre, qu'est-ce qui va être considéré comme définitif? Qu'est-ce qui va être considéré comme interprétable? Puisque d'un certain point de vue, au sens superficiel, les différents cycles peuvent sembler se contredire. Par exemple, dans le premier cycle, le Bouddha insiste surtout sur le non-soi de la personne. Donc, comme s'il sous-entendait que les phénomènes autres que la personne avaient une existence véritable. Alors que dans le cycle sur les perfections de sagesse, il dit aucun phénomène n'existe de manière véritable ou purement objective, inhérente, etc. Et donc, dans le troisième, il va dire certains phénomènes existent de manière véritable et d'autres non. Donc, ça semble se contredire. Mais en fait, ce que chaque école mahayaniste va essayer de faire, c'est l'herméneutique. C'est d'essayer de voir quel enseignement du Bouddha est à prendre tel quel et quel enseignement est de sens provisoire ou interprétable. Donc ça, on le verra aussi progressivement. Très bien. Donc pour résumer, on a ces 2 grands véhicules. Donc le véhicule de libération individuelle et le grand véhicule, ou le Mahayana. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence entre ces 2 véhicules? C'est la motivation. C'est la motivation. Si on veut obtenir la libération individuelle, on a des chances d'obtenir cette libération individuelle et donc on va être un pratiquant du véhicule de libération individuelle. On va être un pratimokshayaniste. Et si au contraire, on veut obtenir l'éveil omniscient pour le bien de tous les êtres, l'état de Bouddha pleinement éveillé pour aider tous les êtres à se sortir de la souffrance, à ce moment-là, on aura la bodhicitta, l'esprit d'éveil altruiste. Et donc, c'est ce qui va faire que si elle devient spontanée, on entre dans le Mahayana, on devient un bodhisattva, et donc on obtiendra cet éveil omniscient. Donc ça, c'est par rapport à la motivation, à la pratique elle-même. Mais chaque véhicule a des vues différentes. C'est pourquoi ici, il y a 2 vues différentes principales pour le Pratimokshayana, pour la tradition pali, et il y a 2 vues principales pour le Mahayana, ou la tradition sanskrite. Mais ça veut dire qu'on peut avoir une vue qui relève d'un véhicule et une pratique qui relève d'un véhicule. Donc ça veut dire qu'il y a 4 possibilités entre une vue et une pratique par rapport à un véhicule.
Donc ça, je crois qu'on en a déjà parlé dans la voie bouddhiste, mais on essaiera d'en reparler. Là, c'est juste une introduction générale. Très bien, donc on va essayer de garder les expressions employées par sa sainteté Dalai Lama. Donc il parle de tradition pali et de tradition sanskrite pour parler du véhicule fondamental et du Mahayana. Et donc on a chacun de ces deux véhicules à deux écoles principales. Mais ça va se compliquer. Là, c'est juste des écoles principales. Donc si on revient au véhicule fondamental, celui-ci, ou la tradition pali, il y a deux courants principaux, le Vaibhashika et le Sautrantika. Donc en fait, ces deux courants principaux ont vu le jour après le départ du Bouddha. En fait, la plupart de ces écoles sont venues après. C'est les disciples du Bouddha, ce sont les disciples du Bouddha qui se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'a vraiment dit le Bouddha? Quels étaient ses enseignements? Puisqu'il a beaucoup enseigné. Et donc, les conciles, il y a eu plusieurs conciles au cours desquels les disciples du Bouddha qui avaient obtenu un certain niveau de réalisation spirituelle se sont posé la question, quel est l'enseignement du Bouddha? Et donc, ceux qui acceptaient le Mahavibhasha, le traité sur les particularités, comme étant la parole du Bouddha, on les a appelés les Vaibhashika, de manière postérieure. Et ceux qui disaient non, uniquement les sutras, les discours du Bouddha, sont la parole du Bouddha, et pas le Mahavibhasha. Le Mahavibhasha, c'est secondaire, ça a été institué par des érudits, des disciples du Bouddha, mais pas le Bouddha lui-même. À ce moment-là, ceux qui disaient uniquement les sutras sont la parole du Bouddha, on les a ensuite appelés les Sautrantika, les détenteurs des sutras. Donc c'est pourquoi ici il y a une forme de scission en fait entre deux courants majeurs. Certains acceptaient les traités sur l'abhidharma, la phénoménologie, comme étant un certain traité particulier qui était la parole du Bouddha, et pour les autres ils disaient non, ce sont les sutras qui sont la parole du Bouddha. Et donc c'est là où on a eu ces deux écoles. Ok. Et donc, qu'est-ce qui fait la distinction entre les deux écoles de la tradition pali et les deux écoles de la tradition sanskrite? C'est que les deux premières acceptent uniquement le non-soi personnel. Donc, on verra par la suite ce que veut dire le non-soi de la personne, quels sont les différents types de soi et de non-soi. On les verra progressivement. Là, c'est juste pour vous montrer cette distinction fondamentale par rapport aux vues. Parce que par rapport à la pratique, on l'a déjà dit, par rapport à la pratique, si on veut obtenir le nirvana individuel, on est pratimokshayaniste, quelle que soit la vue qu'on ait. Et si on veut obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, on est mahayaniste, quelle que soit la vue qu'on puisse avoir. Et donc ici, c'est pour distinguer les vues, en fait. Si on a une vue, on est un tenant d'une école philosophique qui n'accepte que le non-soi de la personne et pas celui des phénomènes, à ce moment-là, on a une vue qui relève de la tradition pali, qu'elle soit Vaibhashika ou Sautrantika. Et pour la tradition sanskrite, si on accepte en plus le non-soi des phénomènes, pas uniquement celui de la personne, mais aussi des phénomènes, à ce moment-là, on a une vue qui relève du Mahayana. On a une vue soit du Chittamatra, soit du Madhyamaka. Très bien. Ok, donc là, vous avez déjà une présentation, ça vous permet de vous y retrouver un petit peu plus. On verra bien sûr que cette lecture de toutes ces écoles-là est faite du point de vue de l'école la plus aboutie. Ça veut dire que si on parle des différentes vues qui relèvent de différents véhicules, etc., on parle déjà nécessairement du point de vue mahayaniste. C'est-à-dire que si on est Vaibhashika, on ne va pas trop se préoccuper de ce que dit la tradition sanskrite, parce que ça nous concerne moins. On ne considère pas nécessairement que c'est la parole du Bouddha. Donc ça nous concerne moins. Mais si on est Chittamatrin ou Madhyamika, à ce moment-là, on va nécessairement accepter les propos précédents. On va accepter que le Bouddha ait pu enseigner du point de vue Vaibhashika ou Sautrantika, même si lui-même ne l'a pas affirmé, il n'a pas dit « je dis que ça c'est Vaibhashika, ça c'est Sautrantika », pas du tout. Ce sont des lectures a posteriori. Et donc ça, c'est nécessairement englobé dans le Mahayana, qui accepte les trois cycles. Ok, on y reviendra sans problème, on y reviendra régulièrement. Ok, donc maintenant, si on parle du Vaibhashika, cette école a 4 subdivisions majeures à l'issue des conciles successifs dont on a parlé tout à l'heure.
Et donc, pourquoi, en fait, pourquoi il y a eu ces subdivisions? C'était surtout du point de vue du Vinaya, par exemple. Le code éthique, le code monastique. Quelles étaient les règles instituées par le Bouddha, quelles étaient celles qui n'étaient pas instituées par le Bouddha, etc. Et donc, ça a donné 4 abhidharmas ou 4 Vinayas. Donc, l'abhidharma, c'est la phénoménologie aussi. Le Vinaya, c'est le code éthique. Et donc, il y a des distinctions entre ces écoles par rapport à cela. Par exemple, dans la tradition tibétaine, les vœux monastiques sont pris selon l'école Mula Sarvastivada, la première école mentionnée ici. Il y a eu aussi l'école Samkhya, l'école Mahasangika et l'école Stavira Vada. La voie des anciens. Stavira, ça veut dire ancien ou aîné, ça peut vouloir dire les aînés. Et si on se focalise sur cette école-là, là c'est du sanskrit, mais si on lui donne son nom en pali, ça va être Theravada. Et donc là, normalement, ça devrait vous parler. Vous avez déjà entendu parler de la tradition du Theravada. Il y a plusieurs courants aussi, au Sri Lanka, Birmanie, Laos, Thaïlande, etc. Donc il y a plusieurs traditions du Theravada, des moines de la forêt, etc. Et donc, en fait, le Theravada actuel, c'est un petit peu la tradition héritière, l'une des traditions héritières du Vaibhashika à l'époque. Donc, bien sûr, là, toujours, c'est une lecture indo-tibétaine qu'on est en train de faire. Il y aura certainement des différences. Si vous discutez avec des pratiquants du Theravada, peut-être qu'ils auront une vision différente. Là, c'est juste une lecture a posteriori qui est faite, cette cartographie des différentes vues qui est faite de manière ultérieure. Très bien, donc pour revenir encore à ces différentes écoles, 2 qui relèvent de la tradition pali, 2 qui relèvent de la tradition sanskrite. Donc on a vu la première de la tradition pali, maintenant on va voir une explication générale de la seconde, l'école Sautrantika. Et donc il y a 2 subdivisions sur la base de traités. Donc quand on dit les traités, c'est plus les paroles du Bouddha, c'est plus les discours du Bouddha. D'un certain point de vue, les traités, les shastras, ce sont les commentaires. D'un certain point de vue, on peut dire qu'ils relaient la parole du Bouddha, mais ce n'est plus vraiment la parole prononcée par le Bouddha lui-même. Ce sont des commentaires établis par les grands maîtres de l'Inde et ensuite les maîtres du Tibet. Donc ici en Inde, déjà, il y avait des distinctions du point de vue du Sautrantika. Donc il y avait le Sautrantika qui suit les Écritures, et le Sautrantika qui suit la logique. Donc pourquoi cette distinction? On en avait déjà parlé dans le niveau 1 de la philo-bouddhiste. On avait vu que c'est selon certaines écritures. Par exemple, on avait vu que l'Abhidharma Kosha, par exemple, le trésor de phénoménologie du grand maître Vasubandhu, le traité racine, les strophes racines sont du point de vue Vaibhashika. Et ensuite, il a fait un autocommentaire, l'Abhidharma Kosha Bhashyam, qui est plutôt d'un point de vue plus avancé. Et donc, a posteriori, on parle de ce point de vue plus avancé comme étant le Sautrantika qui suit les Écritures, qui a des points de vue assez similaires au Vaibhashika, mais qui a quand même des spécificités. Et Acharya Dharmakirti, qui a composé des traités d'épistémologie et de logique, tels que le Pramanavartika, puis d'autres aussi, le Nyaya Bindu, Pramana Vinishchaya, etc., donc différents traités d'épistémologie et de logique. Et dans ces traités, surtout le Pramanavartika, dans le second chapitre, on retrouve des points de vue qui ne sont pas ni Vaibhashika, ni Sautrantika qui suit les Écritures, ni Chittamatra, ni Madhyamaka, etc. Et donc, il ne reste plus qu'une seule solution, il faut donner un nouveau nom à cette école que Acharya Dharmakirti est en train de formaliser, d'exprimer au travers de son traité de logique. Et donc, c'est pourquoi on a donné le nom de Sautrantika qui suit la logique, qui a des points communs avec le Sautrantika qui suit les Écritures, mais sur certains points, tels que les 2 vérités, ça peut être complètement opposé. Donc ça, on le verra aussi. Normalement, si vous avez suivi ce que je vous conseille, la première série de vidéos sur la philo-bouddhiste, l'immense majorité de ces vidéos ont été du point de vue Sautrantika qui suit la logique, parce que dans la tradition indo-tibétaine, on s'appuie beaucoup sur cette école-là, justement pour l'épistémologie, la logique, les différents types de cognition, valides, non valides, etc. Et parce que c'est la base, en fait, il y a énormément de bases communes entre les écoles,
du point de vue de cette école spécifique, le Sotrantika qui suit la logique, ou qui suit le raisonnement, c'est pareil. Et donc après, ces points de vue qui pourront être soit raffinés, soit mis de côté, soit réfutés, etc. Très bien. Donc maintenant, on a vu les écoles de la tradition Pali. Maintenant, on va s'intéresser au Chittamatra, donc parmi les écoles sanskrites, de la tradition sanskrite, le Mahayana. Donc le Chittamatra, on peut l'appeler aussi le Yogacara. Donc Chittamatra, ça veut dire quoi? Esprit seul. On verra pourquoi par la suite, pourquoi on appelle cette école comme ça. Yogacara, ça veut dire c'est la pratique des yogis, la pratique yogique. C'est-à-dire que le point de vue des Chittamatras, c'est surtout du point de vue de ce qui se passe pour la réalisation d'un pratiquant, d'un yogi. Donc, dans sa perception des choses, comment est-ce que ça se passe? Et donc, c'est ce point de vue-là qui est choisi par les Chittamatras. On va parler aussi de Vijnana Vada, c'est pareil, c'est un autre épithète de cette tradition, Vijnana Vada, donc c'est la voie de la conscience. Vijnana, c'est la conscience. Et Vijnatimatra, c'est aussi similaire, c'est l'esprit seul, la conscience seule, on peut dire, Namrik en tibétain, la conscience. Et donc en général, on lui donne ce nom, Chittamatra. Donc essayez de garder à l'esprit celle qu'on a vue juste avant, Yogacara. Voilà, ce terme-là, cet autre terme qui désigne cette même école, sera important pour la suite, pour une sous-école du Madhyamaka. Donc essayez de garder à l'esprit aussi ce nom-là. Mais en général, on appelle cette école le Chittamatra. Quand on parle de l'adjectif, on dira Chittamatrin. Mais ça, c'est pas très grave, c'est juste un détail. Et là aussi, on retrouve des sous-courants. On retrouve le Chittamatra qui suit les écritures. En général, ce sont les écritures composées par Arya Sangha et ses disciples. Et le Chittamatra qui suit la logique, ça va être surtout les écrits d'Acharya Dharmakirti, dont on a parlé juste à l'instant, puisque dans ces traités de logique et d'épistémologie, il a une forme de lecture ascendante de la réalité. Il a des points de vue qui sont Sotrantika, mais pas Sotrantika qui suit les écritures, donc Sotrantika qui suit le raisonnement. Et il mentionne aussi des points de vue similaires au Chittamatra, mais avec des nuances par rapport au premier sous-courant, le Chittamatra qui suit les Écritures. Donc c'est pourquoi le courant qui se fonde sur les traités d'Acharya Dharmakirti en particulier, ça va être le Chittamatra qui suit la logique. Et on a une autre façon de diviser les sous-écoles du Chittamatra. On peut parler aussi du Chittamatra tenant de l'aspect vrai et Chittamatra tenant de l'aspect faux. Donc, bien sûr, on verra par la suite à quoi ça renvoie. Et pour terminer, la dernière école majeure de la tradition sanskrite, le Madhyamaka. Donc la voie médiane, littéralement c'est ça, c'est la voie médiane. Et on l'appelle aussi Niswabhava Vada. Pourquoi? Parce que Niswabhava, ça veut dire absence de nature propre, absence de nature véritable. Et Vada, ça veut dire la voie de, ou la doctrine, etc. Donc, on peut appeler cette école, le Madhyamaka, on peut l'appeler Niswabhava Vada. Ça veut dire la doctrine de ceux qui réfutent l'existence véritable. Bien sûr, on verra par la suite ce que veut dire existence véritable, quels sont les différents niveaux de nature propre, est-ce que c'est toujours le même cas dans toutes les écoles ou est-ce qu'il y a des nuances? Donc, on verra ça progressivement, tranquillement. Ok, donc en général, c'est ce nom-là qu'on garde, le Madhyamaka. Et vous avez certainement déjà entendu aussi Madhyamika. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire, c'est l'adjectif. Donc, souvent, on confond un peu les deux, mais ce n'est pas très grave. Madhyamaka, c'est le substantif. C'est l'école Madhyamaka, le Madhyamaka. Et l'adjectif, on va dire un philosophe Madhyamika, par exemple. Mais ce n'est pas très important. Donc, on a deux subdivisions majeures, là aussi, comme pour les autres écoles. Pour le Vaibhashika, d'ailleurs, on avait parlé de 4 subdivisions majeures et il y a aussi 18 sous-courants mineurs. Mais ça, on y reviendra. Et là, pour le Madhyamaka, on a 2 subdivisions majeures à l'issue de commentaires du traité racine de la voie médiane, le Madhyamaka Shastra. C'est son diminutif, mais le nom plus long, c'est Prajnamula Prajnanama Mula Madhyamaka Karika. Donc, c'est pour ça que moi je préfère parler de Madhyamaka Shastra, c'est plus simple. Donc, le traité racine de la voie médiane.
Et ce texte fondamental, vraiment extrêmement ingénieux, a été composé par Arya Nagarjuna, très très grand maître. Si vous avez assisté à des enseignements de sa sainteté Dalai Lama, vous avez certainement reçu des commentaires de sa sainteté, des différents traités d'Arya Nagarjuna, qui est vraiment extrêmement important dans les traditions indiennes, tibétaines, et aussi dans les traditions sino-japonaises. Dans la tradition zen, je crois que c'est le 14e patriarche. Donc il est extrêmement important. Et bien sûr, ses disciples aussi sont très importants. Indrabhuti, Aryadeva, etc. Et on verra ici quelques-uns de ces héritiers qui ont composé des commentaires au Madhyamaka Shastra. Et donc, parce que justement, il est extrêmement elliptique, son traité. Ce sont des strophes extrêmement brèves, abrégées, mais avec un sens extrêmement profond, donc très difficile à comprendre. Et donc, des très grands maîtres comme Acharya Buddhapalita ont fait des commentaires, le Buddhapalita Vritti. Et donc, la façon de commenter d'Acharya Buddhapalita, c'est de garder un petit peu le style de Arya Nagarjuna, le style des conséquences, qui prend un point de vue supposément faux, et qui retourne ce point de vue contre lui-même, qui donne des conséquences à l'absurde d'un point de vue, d'une thèse. Donc ça veut dire que Arya Nagarjuna n'est pas obligé de prendre à son propre compte la thèse qu'il est en train de réfuter. Et donc, il affirme des conséquences. Et Acharya Buddhapalita fait la même chose. Il affirme des conséquences. Il dit, puisque vous dites ceci, voici les conséquences. Et donc, ses opposants ont du mal à tenir leur thèse. Ils sont obligés de se dire, il y a quelque chose qui cloche dans ma thèse. Donc ensuite, on peut bien sûr adresser des syllogismes à ces opposants hypothétiques. Et donc, mais principalement, on emploie la conséquence. Et Acharya Bhavaviveka, ou Bhavya, est venu plus tard pour commenter aussi le Madhyamaka Shastra, et il a réfuté la méthode d'Acharya Buddhapalita. Pour Bhavaviveka, il faut surtout employer des syllogismes. Normalement, on devrait étudier un petit peu tout ça quand on continuera dans l'autre playlist par rapport aux cognitions inférentielles. Dans la psychologie bouddhiste, normalement, on essaiera d'étudier un petit peu tout ça. Pour les suppositions correctes aussi, on essaiera de voir une approche un peu basique sur la logique bouddhiste, et on parlera justement des syllogismes. Et pour Bhavaviveka, non seulement il parle de syllogisme, mais il parle de syllogisme autonome, swatantra. Swatantra. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est obligé de garder un syllogisme autonome, ça veut dire que le sujet a une existence autonome, la thèse ou le prédicat a une existence autonome, la preuve qui prouve ce prédicat a une existence autonome, la liaison qu'il y a entre le sujet et la preuve, entre la preuve et le prédicat, etc., doivent avoir une existence autonome. Donc c'est ça que ça veut dire finalement. Et donc, une existence autonome, ça veut dire une existence objective, d'un certain point de vue. Et donc, les syllogismes autonomes, soit tantra, c'est ce qui a donné le nom à cette école, qui est venue a posteriori, bien sûr. Acharya Bhavaviveka ne dit pas « je suis swatantrika madhyamika », il dit simplement « il faut utiliser des syllogismes autonomes ». Et donc, ça a donné le nom à cette école-là. Et Acharya Chandrakirti est venu par la suite, vers le 7e siècle, quelque chose comme ça. Et donc, il a lui aussi commenté le Madhyamaka Shastra dans son Prasannapada, les paroles claires, et il a donné raison à Buddhapalita. Et il a donné tort à la méthode de Bhavaviveka. Et donc, il a dit il faut employer la conséquence. Il faut employer la conséquence parce que ça ne nous engage en rien. En fait, on n'est pas obligé d'accepter la thèse de l'autre. Alors que si on prend un syllogisme autonome, ça veut dire qu'on accepte l'existence autonome du son, par exemple, l'existence autonome de sa production, l'existence autonome de son impermanence, etc. etc. Et Acharya Chandrakirti dit non, ce n'est pas la méthode d'Arya Nagarjuna. Arya Nagarjuna dit si vous dites que le son est permanent, par exemple, il s'ensuit à l'absurde qu'il n'est pas produit.
Et donc, ça n'engage pas le Prasangika à accepter la thèse de son opposant. Alors que le Swatantrika, d'un certain point de vue, il est obligé d'accepter une certaine existence objective, une existence qui existe, un mode d'existence objectif qui est accepté à la fois par l'opposant et par celui qui essaye de débattre avec lui. On y reviendra largement, il y aura largement le temps de voir tout ça, j'espère, si je ne suis pas mort d'ici là. Et donc, cette école, Prasangika Madhyamaka, justement, tire son nom de la conséquence, Prasanga. Prasanga, c'est la conséquence à l'absurde d'une thèse, et donc qui n'engage pas le Prasangika à prendre à son propre compte l'existence objective des différents éléments de la thèse. Et donc, ça va donner cette école-là, Prasangika. Donc, pour revenir un petit peu à ces subdivisions du Madhyamaka, la voie médiane, on a d'un côté le Prasangika, qui est considéré comme la vue la plus aboutie. C'est-à-dire que toutes les écoles tibétaines sont normalement Prasangika, se réclament de cette école Prasangika, parce que c'est l'école la plus aboutie, celle qui fait suite à Acharya Chandrakirti. Et Acharya Chandrakirti, il est considéré comme le commentateur par excellence d'Arya Nagarjuna. Et donc pour toutes ces écoles tibétaines, on considère ces maîtres-là comme étant les détenteurs de l'intention ultime du Bouddha. C'est la vue du Bouddha, en fait. Le Bouddha n'a pas d'autre vue que le Prasangika pour ces écoles-là. Après, que veut dire Prasangika pour ces différentes écoles tibétaines? Là c'est un autre débat. Mais en tout cas, toutes ces écoles tibétaines clament détenir nécessairement l'intention ultime du Bouddha et donc clament être Prasangika Madhyamika. Et donc de l'autre côté, comme on l'a dit, il y a les Swatantrika. Swatantrika, pourquoi? Parce que c'est les autonomistes, c'est plus les conséquentialistes, c'est les autonomistes de la voie médiane. Et cette sous-école elle-même est divisée en deux. Dans les traditions Gelugpa en général, on parle du Sotrantika Swatantrika Madhyamaka, donc les détenteurs des sutras autonomistes de la voie médiane. Sotrantika Swatantrika, il ne faut pas mélanger les deux. Vraiment, il y a un R qui n'est pas au même endroit. Donc, essayez de bien garder la distinction ici. Quand on dit Sotrantika, on parle des détenteurs des sutras. Et quand on dit Swatantrika, le R vient après, on parle des autonomistes. Donc, en fait, pourquoi j'ai gardé les mots sanscrits ici, c'est parce que parfois, ils sont traduits d'une manière différente d'un bouquin à l'autre. Et donc, parfois, on ne sait même plus de quelle école on parle. Donc, si on garde les noms originels en sanskrit, on est sûr de savoir de quoi ça parle. Donc, les Sotrantika, Swatantrika Madhyamika, ils sont autonomistes, ça veut dire qu'ils acceptent une existence autonome des différents éléments d'un syllogisme, etc. Et ils ont, sur certains aspects, des vues similaires aux Sotrantika, qu'on a vu tout à l'heure. Et l'autre sous-école, c'est les Yogacara, Swatantrika, Madhyamika. Et donc, eux, ils vont avoir surtout, du point de vue conventionnel, ils vont surtout évoquer des choses assez similaires au Chittamatra, qu'on appelait aussi Yogacara. Mais en général, quand on dit Yogacara, c'est pour envoyer à cette école-là, Yogacara, Swatantrika, Madhyamika. Et donc, c'est pourquoi c'est peut-être mieux de garder Chittamatra quand on veut parler de la seconde école générale du Mahayana, de la tradition sanskrite. Donc ici, normalement, vous avez une cartographie, bien sûr, qui a été faite ultérieurement, après les différents commentaires des maîtres indiens du passé. Donc, c'est une forme de cartographie, de doxographie un peu artificielle, parce que du temps de ces maîtres-là, eux, certainement, clamaient être des Madhyamika, et être peut-être même si le Prasangika existait à l'époque, ça c'est pas sûr. Le terme lui-même a été employé surtout par Arya Chandrakirti, mais avant Chandrakirti, les termes Swatantrika, Prasangika n'existent pas, déjà pas. Pas encore, n'existait pas encore. Et donc, cette cartographie a été effectuée par la suite. Donc, on peut y trouver des choses assez artificielles. Mais si on lit certains traités, on peut retrouver plus facilement des vues qui sont décrites dans ces cartographies. Donc ça, c'est un GPS.
Un GPS est toujours artificiel. Le GPS n'est pas la route elle-même. Malgré tout, nous permet de nous retrouver sur cette route. On sait à peu près où on va. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir au fil de cette série. On va essayer de reprendre les écoles une à une, progressivement. Peut-être pas dans tous les détails, parce que ça demande, voilà, ça demande beaucoup d'études que je n'ai certainement pas faites, mais on va essayer de reprendre un petit peu tout ça d'une manière assez systématique. Et on verra ensuite justement comment ça a été interprété au Tibet, là aussi d'une manière assez générale, de voir quelles sont les écoles tibétaines aussi. On essaiera d'avoir une présentation sur les courants, les ordres tibétains, Nyingma, Sakya, Kagyu, Gelug, etc. Et voilà, progressivement, on verra tout ça. Merci beaucoup et à très bientôt.